Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Anne-Yvonne Le Dain, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, le projet de loi que nous examinons ce matin vise à ratifier l'ordonnance du 13 octobre 2016 qui modifie la partie législative du Code des juridictions financières, dont évidemment la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes et la Cour de discipline budgétaire et financière, mais elle va bien au-delà. Cette ordonnance a été prise par le gouvernement en application de l'article 86 de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi, vous vous en souvenez sans doute, avait pour ambition de contribuer à restaurer la confiance des citoyens dans la puissance publique en créant des dispositions nouvelles tendant à consolider et développer la culture déontologique au sein de la fonction publique. Le projet de loi initial déontologie des fonctionnaires avait été déposé en juillet 2013 à l'Assemblée nationale avant d'être modifié par le gouvernement le 17 juin 2015 par voie de lettre rectificative afin de l'actualiser et d'en réduire le volume. Opérée au prix d'un renvoi à un grand nombre d'ordonnances, cette réduction visait, selon l'exposé des motifs du projet de loi, à permettre au Parlement de débattre rapidement sur l'essentiel. Le grand 2 de l'article 86 de la loi déontologie des fonctionnaires a ainsi autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures législatives dont beaucoup étaient présentes dans le projet de loi initial, notamment celles relatives aux juridictions financières. On est donc ici dans un aller-retour astucieux entre le législatif et l'exécutif de notre Ve République qui sait ainsi être souple quand c'est nécessaire et être ferme et forte quand cela est important. L'ordonnance que je vous présente aujourd'hui comprend ainsi 53 articles. Elle poursuit un triple objectif conforme au champ de l'habilitation. Simplifier la présentation des dispositions relatives aux missions, à l'organisation et aux procédures des dites juridictions financières, mettre à jour plusieurs dispositions relatives au statut des magistrats de ces juridictions, qui sont parfois disparates ou qui souffrent d'imprécisions, clarifier les règles d'organisation et de procédure de la Cour de discipline budgétaire et financière. Le chapitre 1er de l'ordonnance simplifie tout d'abord le livre 1 du Code des juridictions financières consacré à la Cour des comptes, afin d'en clarifier la présentation, et il y aura donc désormais deux sections par type de mission, le jugement des comptes d'un côté et le contrôle des comptes et de la gestion d'autre part, ce qui est un changement qui n'est pas anodin et qui est même très significatif. Après l'avoir défini, il précise également le champ d'application du contrôle opéré par la Cour. Il s'agit du contrôle des entreprises publiques et de leurs filiales, qui résulte d'une rédaction aujourd'hui obsolète, qui date de 1976, et qui sont ainsi clarifiées et simplifiées. L'article 8 de l'ordonnance nous intéresse ici plus particulièrement car il concerne notamment les relations entre la Cour et le Parlement. Il prévoit ainsi que lorsque la Cour des comptes procède aux enquêtes qui lui sont demandées par les commissions des affaires sociales du Parlement, on a évoqué tout à l'heure la question des hôpitaux et des cliniques privées, par exemple, et des EHPAD, qui n'était pas le cas auparavant, eh bien, elle peut intervenir dans le domaine de compétences des chambres régionales et territoriales des comptes, ce qui crée donc une sorte d'aller-retour également entre le niveau national et le niveau régional, de manière à assurer une cohérence à l'échelle de la nation, sur ces questions essentielles qui touchent beaucoup de nos concitoyens qui sont touchés par l'activité de la Commission des affaires sociales. Et jusqu'ici, eh bien, c'était jusqu'à présent réservé aux seules saisines émanant des commissions des finances ou des commissions d'enquête. Donc c'est une évolution tout à fait significative puisque la Cour des comptes pourra désormais s'intéresser à autre chose que la stricte décision de la Commission des finances, et notamment la Commission des affaires sociales. C'est essentiel. Le chapitre 2 de l'ordonnance procède à une meilleure organisation du livre 2 du Code des juridictions financières, consacré aux chambres régionales et territoriales des comptes. À cet égard, je voudrais saluer la décision du gouvernement d'installer la Chambre régionale des comptes de la nouvelle région Occitanie dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon et donc à Montpellier. Et je salue le travail de Didier Migaud, son président, venu récemment à Montpellier pour installer cette nouvelle juridiction en plénière et qui a eu parfois pas forcément des facilités pour recaser les fonctionnaires qui ne souhaitaient pas venir sur Montpellier ou souhaitaient évoluer. Donc un gros travail a été fait. Nous voyons bien ici que nous sommes dans une cohérence politique de notre législature. Je voulais le souligner. Chapitre 2 de l'ordonnance réorganise le livre par type de mission, procède à l'actualisation des dispositions procédurales et prend en compte l'extension du champ de compétences des chambres régionales des comptes.
au cours de ces dernières années, établissements sociaux et médico-sociaux, groupements d'intérêt public, etc. J'en ai déjà parlé. L'ordonnance comprend ensuite un certain nombre de dispositions relatives au statut des membres des juridictions financières. Elle met par exemple à jour plusieurs dispositions pour tenir compte des évolutions des règles budgétaires ou statutaires obsolètes depuis l'entrée en vigueur de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Il était, là encore, temps de le faire. L'ordonnance apporte enfin des clarifications relatives aux règles d'organisation et de procédure applicables à la Cour de discipline budgétaire et financière, plusieurs dispositions n'ayant été modifiées qu'à la marge depuis la loi du 25 septembre 1946. Les modifications introduites ont pour objet de tenir compte d'évolutions de la jurisprudence et de mieux prendre ainsi en considération les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la CEDH. Donc on voit bien là qu'on est bien dans une articulation le local régional, le national, l'Europe. Et c'est important de le souligner. Les règles d'incompatibilité et de récusation des membres de la Cour et des rapporteurs sont ainsi précisées afin de se conformer à l'exigence d'impartialité. Ne pourront ainsi exercer les fonctions de rapporteur ou être membres de la formation de jugement les personnes qui, dans l'affaire qui est soumise à la Cour, auraient soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé au délibéré de la Cour des comptes ou de la Chambre régionale ou territoriale des comptes à l'origine du déféré. Le nouvel article L. 314-3 du Code précise en outre que la récusation d'un membre de la Cour ou d'un rapporteur est prononcée à la demande d'une partie s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité. Nous sommes donc bien ici dans un concept simple que tout le monde comprend et connaît. On ne peut pas être juge et partie. C'est une sorte de proverbe, mais il était temps qu'il s'applique au cours à l'intérieur de l'ontologie de l'État et notamment pour ces questions. L'article L. 314-4 du Code est également modifié afin que les personnes puissent avoir accès au dossier dès leur mise en cause et non plus après la décision de renvoi devant la Cour. Cela aussi est important. Et ce n'est pas anodin, c'est-à-dire qu'on passe véritablement dans un pays, dans une société, dans une France de co-construction et non plus d'injonction, où il n'y aurait qu'un devoir d'obéissance et non pas un devoir de participation. Je souligne aussi que certaines dispositions obsolètes relatives au suivi du déroulement de l'instruction par le ministère public ou à la présentation de son rapport par le rapporteur à l'audience sont ainsi supprimées. La voix prépondérante du président en cas de partage égal des voix est également supprimée, ce qui va sans doute peut-être changer beaucoup de choses au niveau des chambres d'instruction et de décision et pour passer de la force de l'impérator à l'enjeu du consensus et d'une certaine manière, d'une certaine forme de compromis, mot qui progressivement va ainsi être réhabilité, puisque en français courant, il avait tendance à être assimilé à un certain nombre de compromis sous le manteau, et là, le concept de compromis ne sera plus le même que le concept de compromission. Je crois que la Cour de discipline budgétaire, les cours des comptes, les chambres régionales des comptes, les juridictions financières, et donc le travail que nous avons fait dans le texte sur la déontologie des fonctionnaires va dans ce sens et va considérablement, en tout cas, va contribuer à améliorer l'image de l'administration et du politique. Voilà, mes chers collègues, les principales dispositions de l'ordonnance que le présent projet de loi vise à ratifier. 1948, 1976, 1990, 2001, 2016, l'Europe, la légistique. Eh bien, nous changeons enfin de siècle. Il était temps. Merci à vous. Merci, cher